Dans quelques minutes débutera la conférence dédiée au projet CIO Unilab du CHU de Liège en Belgique avec le bureau BAEV sur le village des architectes. Vous êtes les bienvenus. Sinon, on sait se répartir celui-là, nous deux, et monsieur Gillet et monsieur Dupont. Mais je vais quand même devoir vous le mettre. Ah oui, oui, mais je veux dire, c'est trop petit. Oui, oui. Il y en a deux, oui. Vous êtes... On a quatre à parler et ça va être... Ouais, on peut passer le micro. Ouais. Oui, c'est vous qui faites. C'est lui qui a fait la vie. Ça très bien. On se débrouille. À force de connaître les projets, après, On va pas vous laisser tout seul là-bas. Hein. Mais oui. Non, c'est pour vous montrer qu'il y a une bonne relation symbiose. Venez près de nous, monsieur. Ben, c'était pour ne pas être dans... Sinon j'ai ma tête dans le projecteur. Donc c'est pour ça que Mais je ne sais pas où monsieur Gillet va se faire. mais je ne sais pas encore non plus. C'est à vous de voir. Pour laisser... non, l'architecture, forcément, ça implique que mon directeur soit en fonction. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup d'architectes qui sont capables d'expliquer vraiment ce qu'est la flexibilité. Ça mériterait qu'on fasse une thématique, ne serait-ce que là-dessus, pour expliquer comment on conçoit la flexibilité d'un établissement de santé avec une vision à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Nous allons débuter dans 2 petites minutes la conférence consacrée au projet CIO Unilab du CHU de Liège en Belgique avec le CHU de Liège et le bureau d'architecture engineering Veragen à Bruxelles. Vous êtes les bienvenus sur l'espace de conférence du village des architectes dans 2 petites minutes. Mais vous avez vu ce qu'on a fait. Oui, la tranche au-dessus, c'était toute l'idée. Moi, c'est ce que j'ai défendu à un moment donné, c'est dire, ok, on a supprimé les 2 salles de détente de Guilab, on les a positionnées là au-dessus, mais elles sont quand même à un endroit crucial. Il y a toute la colonne verticale qui va alimenter jusqu'au bout. On parle d'un petit lifter, ouais. commande. Moi, je vais pas. Parce que aussi, j'ai besoin de mes intégrations d'équipement. Je suis sur un gros profil en 4. Et je veux bien faire une note à la display hier. Ok. C'est bon? Pierre, c'est bon pour toi? Tu veux t'asseoir? Oui,
Plutôt ici. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur cette conférence consacrée au projet CIO Unilab du CHU de Liège en Belgique. Ces dernières années, le CHU de Liège a procédé au redéploiement multisite de ses activités hospitalières. Ce redéploiement a nécessité plusieurs opérations architecturales pour adapter et spécialiser les différents sites. Aujourd'hui, le nouveau projet pour le site du Sarthe-Tillmann concerne la construction d'un nouveau bâtiment accueillant un centre intégré d'oncologie, le CIO, et un Unilab qui regroupera tous les laboratoires de l'établissement. Il s'agit d'un projet unique qui doit apporter une solution simple à des questions complexes, tout en réfléchissant à la gestion des différents flux, à l'intégration du site et aux liaisons avec l'hôpital existant, ce qui n'est pas une mince affaire. Le bureau architecture engineering Veragen a tenu à mettre en avant l'approche humaine, tant vis-à-vis des patients que du personnel de l'établissement, ce qui est tout de même au cœur des préoccupations de tous les hospitaliers aujourd'hui. Créé par Émile Veragen, le BAEV est situé à Bruxelles et jouit d'une expérience de plus de 50 ans, tant en Belgique qu'à l'étranger, bien qu'il couvre pratiquement tous les domaines d'activité. Sa spécialisation dans l'innovation et son souci constant d'excellence lui valent une position de leader dans 3 secteurs de niche qui sont la santé, la recherche et l'enseignement. Je tiens tout particulièrement à remercier nos amis et voisins belges qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour nous présenter ce projet. Pour évoquer ce projet, nous allons donc accueillir aujourd'hui Monsieur Pierre Gillet, directeur médical du CHU de Liège. Monsieur Gillet, bonjour. Monsieur Christian Franck, ingénieur et directeur du département technique du CHU. Monsieur Franck, bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Nicolas Van Ost, ingénieur civil, architecte et administrateur délégué du BAEV. Monsieur Ost, bonjour. Bonjour. Et enfin, Pierre Inkelst, architecte, administrateur, gestionnaire de projet et directeur design au sein du bureau BAEV. Monsieur Inkelst, bonjour. Tout d'abord, je vais donner la parole à Monsieur Franck qui va nous présenter le CHU de Liège. Monsieur Franck, je vous en prie. Oui, très rapidement, quelques mots sur le CHU de Liège. Donc, le CHU, Centre hospitalier universitaire de Liège, est un hôpital public, pluraliste, et c'est le seul hôpital universitaire de Wallonie qui est associé à une faculté de médecine complète. Il est géré totalement indépendamment de l'université. Donc notre capacité est de 925 lits agréés, répartis sur 3 sites d'hospitalisation qui sont spécialisés et complémentaires. 218 autres lits sont répartis dans 3 CHR de la région liégeoise et nous disposons également de 3 sites dédiés aux polycliniques. Donc toutes les activités médicales y sont exercées, à l'exception de la néonatologie intensive, et nous disposons d'un des 5 services des brûlés de Belgique. Quelques chiffres pour résumer le CHU de Liège. Nous avons eu en 2013 86 000 admissions dans nos 2 sites d'urgence, 800 000 consultations, 280 000 journées d'hospitalisation classique, 40 500 admissions en hospitalisation classique. Nous employons 5 019 travailleurs, ce qui fait du CHU le premier employeur de la province de Liège et le second employeur de Wallonie. Et nous avons environ un chiffre d'affaires moyen de 450 millions d'euros. Nos investissements principaux sont réalisés sur fonds propres et en 2013, cela s'élevait à 25 millions d'euros. Je vous remercie, Monsieur Franck. Je vais donner maintenant la parole à Nicolas Van Ost qui va nous présenter le bureau architecture engineering Veragen. Monsieur Van Ost, je vous en prie. Bonjour, vous l'avez déjà très bien fait, Monsieur Ntibi. Donc, comme vous l'avez dit, le bureau existe depuis plus de 50 ans. Nous sommes plus de 65 personnes aujourd'hui, ingénieurs et architectes. Alors, nos domaines de prédilection sont effectivement la santé
avec plus de 80 hôpitaux étudiés en Belgique et à l'étranger, essentiellement en Afrique du Nord, en Afrique centrale, quelque peu dans les pays du Golfe et des contacts en Chine. Donc, la santé, 80 hôpitaux. La recherche, nous avons étudié plus de 10 labos et nous avons étudié beaucoup de labos hospitaliers, ce dont on va vous parler aujourd'hui. Nous travaillons aussi pour le privé. Nous travaillons en thérapie cellulaire et Roland Rocchini, qui est ici, est responsable de ce projet. Nous travaillons aussi dans la continuité, donc santé, recherche, éducation. Et dans le cadre de l'éducation, nous travaillons essentiellement en Belgique. Et cela va du bébé à l'étudiant, en fait, dans tous ces laboratoires. Voilà. Brosser les grandes lignes. Merci à vous. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Franck et à Monsieur Gillet pour le CHU de Liège, qui vont nous faire une présentation du projet CIO Unilab. Et plus précisément, pourquoi faire un hôpital sans lit? Sans S-A-N-S, évidemment, pas un hôpital de 100 lits, on parle d'un CHU. Messieurs, je vous en prie. Bien, merci pour cette invitation. Et donc, l'architecture, c'est bien beau, mais le premier défi qu'on a eu il y a 6 ans n'était pas un défi d'architecture, mais un défi de fonctionnement, que tous les hôpitaux parmi nous a comme problème, c'est ce fonctionnement en silo où l'intégration verticale, surtout dans un hôpital universitaire, est importante, mais aucune intégration entre les services. Et nous voulions rencontrer le défi au départ d'un plan cancer qui est similaire au plan cancer de la France, d'intégrer 21 disciplines et 21 services dans une même unité fonctionnelle qui sera architecturale, qu'on va le voir, et qui regroupe sur les 5000 personnes dont on a parlé tout à l'heure, à peu près 600 à 700 personnes, dont 190 spécialistes de 21 disciplines différentes pour travailler en transdisciplinarité et dans une intégration à tous les points de vue. Et donc, le patient ne fera plus un parcours entre les différents tours de l'hôpital universitaire pour passer en chirurgie, en radiothérapie, en médecine nucléaire. Le patient au centre entrera dans le bâtiment et ce seront tous les experts qui tourneront autour du patient dans une vision intégrée. Et le problème qu'on avait de faire un centre intégré d'oncologie, c'est d'arriver à ce qu'il n'y ait pas de stigmatisation du patient cancéreux. On a 6 tours dans l'hôpital universitaire, vous allez voir quelques photos, mais on ne voit évidemment pas bien ici dans les bois, c'est juste, donc là, vous voyez la Wallonie, c'est une région de 3,2 millions d'habitants qui est dans le sud de la Belgique, qui touche l'Allemagne, la Hollande, et nous sommes à la frontière allemande et hollandaise, dans les campagnes, dans une ville, une région de Liège qui fait à peu près 1 million d'habitants, et à la périphérie de Liège, à 12 km dans les bois, dans le site universitaire qui est un campus très arboré, comme vous voyez. Et donc, dans cette stigmatisation, nous voulions que le bâtiment s'intègre aux 5 autres tours pour que les patients entrant dans l'hôpital soient aussi l'entrée, avec la verrière que vous avez vue au début, pour les patients cancéreux, sans les isoler et les stigmatiser, comme vous allez le voir dans les applications architecturales. Donc, ce bâtiment, il a fallu l'intégrer dans le site existant. Quand vous regardez le plan ici, vous pouvez couper le site en 2. La partie nord étant dédiée à l'université pour toutes ses activités d'enseignement et de recherche. La partie sud étant dédicacée au CHU de Liège. Donc, le premier problème, c'était évidemment d'avoir de bonnes relations de voisinage avec l'université, de ne pas positionner le bâtiment devant la tour 5 et la tour Giga et qui sert de pôle de recherche. Donc, nous avons dû décaler le bâtiment d'une 50aine de mètres vers l'est afin de ne pas leur cacher la vue. Deuxième élément, comme M. Gillet a déjà signalé, c'était de garder le même point d'entrée au sein de l'hôpital. Nous avons une grande verrière qui était dans le premier slide, qui est classée et qui est l'élément architectural principal du CHU. Donc, garder cet axe d'entrée patient. Troisième élément, c'était au niveau de tout ce qui est flux logistique. Nous avons au sein de l'institution, côté ouest,
une gare à marchandises, c'était de garder la possibilité de lier le bâtiment pour la majorité de ces flux vers les pôles existants que sont par exemple la cuisine et la lingerie. Donc tout ça a entraîné la construction, et M. Inkes reviendra dessus certainement par la suite, de 2 passerelles de liaison entre le bâtiment existant et le nouveau CIO Unilab au niveau de l'étage 0 et +1, et de 2 tunnels de liaison au niveau souterrain au niveau -3 et -4, au -3 pour les patients et au -4 pour l'ensemble des flux logistiques. Alors là, on vient de parler de l'intégration du bâtiment dans le complexe existant, mais nous avions un deuxième défi avec le bureau BAEV, c'est l'intégration paysagère. Alors, refaisons un tout petit peu d'histoire. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses universités se sentaient à l'étroit dans les villes, et donc on cherchait à partir dans la périphérie de celle-ci. Dans le cadre de Liège, il y avait sur le plateau du Sartillement une zone boisée de 2000 hectares, et il a été décidé, après de nombreuses études durant les années 50, d'y déménager quasi l'ensemble de l'université. Donc c'est un projet qui a duré, je vais dire, 30 ans, et le site qui a été retenu a fait l'objet de nombreuses études biologiques, géologiques ou botaniques. Donc l'architecte Claude Strebel, qui était le coordinateur du projet, avec ses équipes, a conçu un plan d'urbanisation qui devait tenir compte des valeurs naturelles et paysagères du site. Donc, sur base de cela, l'architecte Van de Nove, qui a conçu le site du Sartillement, le site du CHU au Sartillement, y a intégré dans les années 70 et 80 le bâtiment que nous connaissons à l'heure actuelle. Et donc, la présence du cadre naturel est un point excessivement important. Et il a été également un point très important lorsque nous avons fait les demandes de permis uniques à la région wallonne, parce que nous avons reçu énormément de remarques sur l'intégration paysagère du bâtiment. Et donc l'exercice, nous avons dû avec BAEV faire un exercice très particulier pour favoriser, pour améliorer l'intégration paysagère de l'ensemble du bâtiment. Et donc, repartant de mon patient tout à l'heure, l'idée aussi était d'aménager des structures intégrées autour du patient par rapport à son niveau de besoin. Et nous avons une spécialisation à Liège qu'on a créée il y a une vingtaine d'années. C'est une école d'hypnose, puisqu'on fait la majorité de nos anesthésies pour de la chirurgie élective sous hypnose, sans anesthésie. Et on a développé un modèle d'auto-hypnose pour patients cancéreux, par exemple. Et nous avons créé dans ce bâtiment un centre du bien-être avec des salles de gymnastique individuelles, des salles de gymnastique collective et des séances d'éducation à l'auto-hypnose. La deuxième préoccupation, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 600 personnes qui allaient s'intégrer dans 21 disciplines différentes, c'était le bien-être du personnel. Parce que la sollicitation des patients cancéreux est quelque chose de difficile et donc se sentir bien, c'est aussi faire du bien aux patients parce qu'on se sent bien. Et donc, vous verrez tout à l'heure les solutions qui ont été trouvées en termes de luminosité dans cet immense bâtiment qui fait 100 mètres de longueur et 36 mètres de largeur. Et donc, on avait une autre préoccupation, c'est qu'il y a la fatigue de la marche. Il y a une unité de 60 lits d'unités de jour de chimiothérapie. Et donc, on a trouvé des solutions, vous allez voir, pour que les infirmiers, globalement, par sous-unité de 10, aient des préparations décentralisées avec des systèmes de télétubes pour transporter tous les cytostatiques et pour mécaniser un maximum pour que le transport logistique soit very soft et sans bruit et sans pénibilité pour le personnel. Également, dans les transports, on doit noter aussi que vis-à-vis de la traçabilité, on a un système informatique qui permet, avec des codes barres, etc., de traçabiliser tout le sang du départ de la banque de sang et de la fabrication chez le donneur jusqu'à l'utilisation finale. On a aussi centralisé toutes les fonctionnalités de biobanking,
puisque de plus en plus au niveau européen, on essaye de solidariser les ressources de matériel biologique pour faire des recherches, notamment avec la génétique. Et dans une université, quand on fait un inventaire, et on l'a fait même en interfacultaire, puisque nos centres de recherche qui regroupent 650 postdocs viennent de toutes les facultés, vétérinaires, biologiques, pharmaceutiques et médicales, pour arriver à ce que tous les labos qui utilisent des process de cryoconservation et de biobanking soient centralisés dans le même bâtiment. Et donc on a 5 labos de biobanking qui sont centralisés dans un seul étage. Et enfin, on a fait la même chose aussi pour les exploitations de radiopharmacie. Vous savez qu'on utilise de plus en plus des marqueurs radiopharmaceutiques dans le PET scanner pour le cancer, mais plus encore dans la recherche et développement de nouveaux types de marqueurs. Et donc on a créé à la fois un centre de cyclotrons qui produit les marqueurs, un centre de radiopharmacie qui transforme ces marqueurs, et puis le centre clinique pour lequel on fait de l'imagerie PET-IRM et PET-scanner, donc une technologie avancée dans les utilisations cliniques, ce qui nous permet d'offrir aux partenaires privés une recherche intégrée de A jusqu'à Z, de la recherche fondamentale jusqu'à l'utilisation translationnelle et clinique. Et alors le troisième intégration pour la fabrication, c'est les cytostatiques, où on a créé dans l'ancien bâtiment, dans l'ancienne tour, on a transformé 1000 m² pour faire une production intégrée pharmaceutique qui est industrielle, donc qui est GMP compatible. Je vous remercie, Monsieur Gillet. Je vais donner maintenant la parole à Pierre Inkels du bureau BAEV qui va s'exprimer sur la méthodologie qui a été mise en place pour répondre aux besoins et aux objectifs du complexe universitaire hospitalier. Monsieur Inkels, c'est à vous. En effet, la présentation que nous allons vous faire aujourd'hui n'est pas vraiment une présentation d'architecture. Ça va plutôt être une interprétation de la méthodologie que nous avons essayé de mettre en place pour comprendre toute la complexité de la programmation qui vient de vous être présentée tant par M. Gillet que par M. Franck, et de voir comment, au travers des différents mois de travail vraiment main dans la main avec le maître de l'ouvrage, nous avons réussi à élaborer un projet dont on a posé la première pierre hier. Le projet, le voici, il vous en donne une première image. Maintenant, je vais rentrer plus fondamentalement sur l'approche et la chronologie de l'étude qui a conduit à ce projet. Donc je pense que le titre qui est ici est vraiment ce que nous avons mis en avant depuis le premier jour ou les premières rencontres que nous avons faites. C'était d'essayer d'être à l'écoute des demandes. Vous avez pu comprendre que les demandes étaient complexes, étaient pointues, étaient diverses. Et nous devions, comme nous l'avons dit dans l'intitulé de base, trouver une solution simple qui permettait de répondre exactement aux attentes du maître de l'ouvrage, et en essayant de lui proposer aussi des choses qu'il n'avait peut-être pas envisagées dans le développement de sa programmation. Donc la démarche a vraiment débuté par toute une série de réunions avec le corps médical, avec la direction médicale, avec la direction financière. Des premières esquisses ont été élaborées, évidemment, il y a une topographie du site, on l'a parlé, ce n'est pas tous les jours qu'on peut travailler dans un cadre paysager comme celui-là, et créer un bâtiment qui en plus allait toucher une patientèle relativement fragilisée était un enjeu extraordinaire pour un bureau d'architecture. On allait d'une part encadrer des personnes qui sont déjà dans un moment de leur vie qui n'est pas le plus joyeux. On doit essayer de leur apporter autre chose, et on doit aussi apporter autre chose aux accompagnants qui assistent le patient et au personnel hospitalier qui travaille tous les jours à solutionner tous les problèmes qui accompagnent le patient. Donc nous avions vraiment une chaîne de problèmes à recréer et à mettre en forme. Cette mise en forme s'est faite petit à petit. De très très nombreuses réunions ont eu lieu, des échanges. Le projet s'est structuré au terme de ces différents échanges. Et petit à petit, ça s'est structuré autour des besoins, de l'intégration paysagère, de notre volonté de créer un environnement soigné, soignant, et qui apporte aux patients un réconfort et une manière d'oublier l'état dans lequel ils se trouvent. Cette structuration s'est faite, on le disait tout à l'heure, par un jeu d'échanges qui sont... on partait du patient bien évidemment, mais l'infirmière, l'infirmier, le médecin-chef
la direction hospitalière qui avait une vision très précise de ce qu'elle souhaitait avoir aussi. Et tous ces échanges ont conduit à formaliser petit à petit le projet. On a aussi frustré le client. Le maître de l'ouvrage attendait à ce qu'on arrive assez rapidement à avoir une forme architecturale qui allait pouvoir répondre à ses attentes et visualiser tout de suite comment le bâtiment allait s'organiser. Et au risque de le frustrer, on a continué à travailler dans la programmation parce qu'on savait qu'un projet comme celui-là ne pouvait fonctionner qu'à partir du moment où il était réfléchi verticalement et horizontalement. On l'a dit tout à l'heure, le projet était complexe. Il devait reprendre d'une part un Unilab, donc une concentration de laboratoire qui allait être affectée aux analyses des prélèvements et autres qui allaient se faire dans les étages inférieurs, et en même temps combiner l'accueil du patient, sa prise en charge, l'analyse de ses prélèvements, son traitement et le retour à la maison. On a dit tout à l'heure, l'hôpital devait être ici un hôpital sans lit SANS, et la volonté du CHU était de centraliser et de mettre en avant la possibilité pour le patient de venir un seul jour, d'être pris en charge et de rentrer chez lui, et de minimiser l'impact d'une part de la venue à l'hôpital, du traitement, et de le remettre dans une sorte de bulle de confort. Donc cette programmation, plutôt que de vous la détailler et rentrer très dans les détails, on l'a structurée verticalement. Bien évidemment, comme le disait le professeur Gillet, on ne construisait pas un hôpital à côté d'un autre hôpital, on construisait un hôpital qui était en liaison directe avec l'hôpital existant. Il devait se créer une synergie, et cette synergie, on a mis plusieurs mois à la structurer. On l'a structurée, je disais, verticalement, avec des possibilités d'extension. Notre objectif aussi à nous est de proposer un outil qui va d'une part prendre le patient en considération, le personnel, et aussi proposer à l'institution, le CHU, de pouvoir évoluer dans le temps à 5, 10, 15 et 20 ans. Et des possibilités d'extension verticale et des possibilités d'extension horizontale. Cette réflexion, je disais, on l'a eue verticalement et on l'a structurée horizontalement avec le bâtiment existant et ses connexions avec les arrivées du patient, les accompagnants. On dit, on ne pense pas toujours aux accompagnants. L'accompagnant, il doit attendre. Le patient fragilisé doit être pris en charge d'une certaine manière, même si la volonté du CHU était de dire qu'il y a une identification du bâtiment existant qui existe. On ne va pas stigmatiser le patient cancéreux et donc on le fait reprendre un cheminement classique, mais en même temps on le prend en charge s'il est vraiment fragile et qu'il vient par exemple en radiothérapie. Et donc il y a des proximités qui ont été rendues possibles au niveau du bâtiment. On peut en discuter tout à l'heure, nous sommes disponibles sur le stand pour en parler. Et puis petit à petit, cette programmation s'est structurée architecturalement parlant. On le disait, on s'inscrit dans un paysage particulier, une topographie très particulière. Le site est très pentu, il est très boisé, on a une vallée extraordinaire, et cette vallée, elle va aussi permettre de jouer sur le healing environment et proposer aux patients quelque chose d'assez particulier. Le bâtiment est très épais à certains niveaux. Vous avez, on le disait tout à l'heure, un bâtiment qui fait une centaine de mètres de long, 36 de largeur, et le grand plateau médico-technique que vous devinez au niveau -3 faisait 70 mètres. Était encaissé dans le talus, et on souhaitait, nous, apporter la lumière. La lumière est un élément essentiel dans ce projet, au même titre que la nature et évidemment que le traitement. Et donc nous avons proposé de creuser le bâtiment à différents endroits, y amener de la lumière là où on n'arrive pas toujours à l'amener, et faire bénéficier de cette lumière tant aux patients qu'au personnel de l'hôpital. Pour vous donner maintenant un aperçu de quelques plateaux particuliers, on va vous montrer 3 étages particuliers que sont d'une part un grand plateau de laboratoire, l'hôpital de jour et le grand plateau médico-technique. Donc le plateau de laboratoire avait ce site particulier qui d'une part en structure, il devait aussi proposer un aménagement excessivement flexible, pouvoir évoluer dans le temps. Il devait, contrairement à l'activité qui se passe actuellement, regrouper des départements qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour lesquels les technologies vont évoluer petit à petit. L'automation allait être intégrée de plus en plus dans le bâtiment. Vous avez la zone verte en partie supérieure qui va regrouper le Core Lab, dans lequel vont se passer plus de 80% des analyses de tout le laboratoire. Juste en face, dans la zone jaune, vous avez la microbiologie avec une petite zone assurée qui va montrer également une autre chaîne automatisée. Et entre ces 2 plateaux devaient se croiser et permettre aux échantillons d'abord une traçabilité parfaite de tout prélèvement en venant soit de l'extérieur ou même de l'intérieur du bâtiment, et générer de la transversalité entre tous des départements qui ne se connaissaient pas, mais n'avaient jamais été amenés à se côtoyer, à évoluer en parallèle.
Le bâtiment, comme vous le voyez, c'est un grand rectangle et puis une aile un peu plus réduite. Les bureaux sont localisés d'un côté et toute la grande partie centrale qui travaille sans colonne permet une flexibilité totale entre des plateaux partiellement cloisonnés pour des raisons de confinement et des zones très évolutives dans lesquelles les chaînes automatisées peuvent petit à petit englober des paillasses et des benches de travail. L'hôpital de jour, on le disait là, le contexte est totalement différent. Le patient est pris en charge. Il est occupé par sa thérapie. Il est pris en charge par un personnel médical. Et il était essentiel pour nous de faire rentrer au maximum la lumière naturelle. La façade s'est structurée, articulée petit à petit, avec un objectif premier qui était d'amener la lumière naturelle partout, dans toutes les chambres de l'hôpital de jour. Nous nous sommes battus aussi avec le maître de l'ouvrage pour, malgré tout, ne pas occuper les fonds de couloir. Vous allez dire, ce sont des mètres carrés que l'on aurait pu utiliser. Il était essentiel pour nous de permettre au personnel soignant qui va plutôt graviter en partie centrale du bâtiment de pouvoir également bénéficier de cet apport de lumière. Le paysage que vous avez vu tout à l'heure se développe en partie basse ici du plan. Et à chaque fois, pour le personnel soignant, il a aussi un repère temporel, un repère spatial et un rapport à la nature, au même titre que le patient qu'il prend en charge. Le professeur Gillet parlait tout à l'heure d'un bâtiment relativement long. Les petites zones jaunes que vous retrouvez représentent chaque fois des postes infirmiers qui regroupent par petits pôles une dizaine de chambres d'hôpital de jour, tout en gardant une transversalité tout au long du plateau. Le grand plateau médico-technique maintenant, qui est placé au même niveau que des activités déjà existantes de RMN ou de CyberKnife, regroupe sur un même plateau la totalité de la radiothérapie avec 5 bunkers, tout un plateau de médecine nucléaire couplé à une radiopharmacie qui va englober un cyclotron, et de l'autre côté une radiologie oncologique. Le patient est pris en charge en totalité sur le plateau. Vous avez vu dans la coupe tout à l'heure que nous avons essayé de descendre des patios pour amener la lumière dans des étages qui en général n'en ont pas. Et nous avons regroupé autour de ces patios toutes les salles d'attente du patient et les grands centres d'accueil et d'orientation du personnel soignant. Le personnel et le patient se retrouvent au cœur et il est dispatché dans des zones beaucoup plus techniques et de traitement. Le bâtiment, voici une première image. Il vous montre comment nous avons traité les étages, la tour. L'architecture s'est structurée autour de matériaux nobles et naturels. On l'a dit tout à l'heure, on s'est inscrit dans un site qui était partiellement classé avec une architecture assez remarquable et nous avons souhaité la respecter, lui donner un caractère peut-être plus contemporain et apporter aux patients et au personnel soignant une qualité de vie qu'on espère qui va se refléter par la suite dans la vie du bâtiment. Et profitez aussi que les toitures que vous avez ici se sont végétalisées pour qu'elles deviennent des façades du bâtiment. On disait tout à l'heure, on a un contexte, je vais passer très vite ici, vous avez vu le contexte dans lequel on travaille. Le healing environment était vraiment quelque chose d'essentiel. Je parlais tout à l'heure de ressourcement et d'encadrement du patient. La nature et le paysage font la moitié du traitement. Le reste est pris en charge par le personnel soignant et on a essayé d'injecter dans notre projet par petites touches et autant que l'on pouvait, cet apport de lumière et de nature, permettre au regard de partir et d'oublier en rien, si ce n'est que 5 minutes qu'on est en traitement au sein du CHU. Petit point technique, il est évident, et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, qu'un bâtiment tel que celui-là ne peut plus être conçu à l'heure actuelle sans penser aux économies d'énergie. On a évidemment avec le CHU développé beaucoup de possibilités de raccordement à des réseaux de chauffage urbain, des vitrages évidemment particuliers, des récupérations d'énergie. Et le projet a été conçu dans son ensemble en tenant compte de ces possibilités également. Je vous remercie, Monsieur Hinkel. Il nous reste un petit peu de temps. J'ai une dernière question à poser à Monsieur Gillet. On trouve aujourd'hui en Belgique, en France, en Suisse, dans tous les pays francophones, exactement les mêmes problématiques et les mêmes thématiques qui sont abordées au cœur des réflexions des hospitaliers. J'ai une question simple à vous poser, Monsieur Gillet, en tant que directeur médical du CHU de Liège. Que représente pour vous l'hôpital de demain? Comment est-ce que vous l'appréhendez aujourd'hui au regard de l'activité et des perpétuels
remise en cause et restructuration que vous avez au sein du CHU de Liège? Mais, comme vous le dites, la question se pose à Liège comme à Paris de la même manière. Je pense que l'hôpital aigu, dans sa structure que l'on a connue à la fin du XXe siècle, avec ce qu'on a appelé un hospitalocentrisme et des grosses structures de plus de 1000 lits. Nous avions plus de 1000 lits il n'y a pas longtemps et nous avons commencé à diminuer nos lits, puisqu'avec la diminution de la durée de séjour et avec le développement de l'ambulatoire et de l'hospitalisation à domicile, et en particulier en oncologie, on développe de plus en plus une portabilité avec des postes avancés ou des traitements à domicile. Je pense que le fait que ce soit un hôpital sans lit n'est pas par hasard, SNS. Et donc je pense que l'évolution des lits aigus qui sont chers va être une intensification pour tout ce qui est lié aux soins intensifs. Et dès que, si je prends par exemple le trajet de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral, le projet est d'arriver presque au domicile quand on prend en ambulance le patient pour faire directement une fibrinolyse. Et donc en Allemagne, par exemple, ils ont développé des ambulances avec un mini-scanner intégré, un combine, et une vidéosurveillance avec un neurologue à distance. Donc il y aura des grands points de référence où il y aura les cerveaux hyper spécialisés, mais qui couvriront une région de 1 million, 2 millions, 3 millions d'habitants, et différents points of care de plus petites structures, toujours hospitalières et résidentielles, avec du moyen, du long et du court séjour, mais le court séjour aigu cher va se réduire. On est bien sur les mêmes points de vue, aussi bien en France que dans les autres pays francophones. C'était intéressant de le souligner. Le problème, c'est que j'appelle souvent ça le réflexe du fermier, où on compte souvent en tête de bétail. Et les gestionnaires hospitaliers sont très fort accrochés à leur nombre de lits. Et nous-mêmes, on a été pris au jeu, puisqu'on vous a présenté l'hôpital avec 925 lits. Il y a 10 ans, on en avait 960, et demain, nous en aurons 880. Donc on va encore fermer des lits avec ces structures plus ambulatoires, plus ouvertes sur l'ambulatoire. Et en plus, dans le financement, et en France, je crois que vous avez le même virage avec le T2A, et en Belgique, nous avons ce qu'on appelle les lits justifiés et les lits agréés. Donc on n'est plus financé sur base du nombre de lits, mais sur le case mixte par GHM, donc par activité, c'est la même chose, qu'on appelle des lits justifiés. Et beaucoup d'hôpitaux gardent un nombre de lits supérieur à leur nombre de lits justifiés. Mais le financement est basé sur le nombre de pathologies traitées. Et donc de ce fait-là, ils ont des structures coûteuses qui ne sont pas remboursées. Et 70, 70, qu'on dit chez nous, sont en déficit. C'est énorme. Donc là, il va y avoir, si je compare avec le Canada, en Belgique, nous avons 50 000 lits aigus pour 10 millions d'habitants. Et la tape au niveau des directives de l'OMS, ce serait 30 000. Donc on doit en fermer 20 000. Ça fait 40%. En France, vous êtes à plus ou moins l'équivalent pour 10 millions d'habitants à 42 000. Donc vous avez moins de lits qu'en Belgique, en termes de lits aigus. Et en Allemagne, ils en ont plus. Donc il y a encore du chemin en Europe. Je vous remercie pour cette réflexion, M. Gillet. Si vous souhaitez vous entretenir et échanger avec les acteurs de cette conférence, vous pouvez le faire tout de suite après. Je vous remercie de votre présence. Il y a une autre conférence ensuite à 15 h. Vous pourrez assister à cette conférence. C'est une conférence qui est consacrée à la restructuration du centre hospitalier de Cahors, avec le centre hospitalier de Cahors bien évidemment, et Cardet Huette, architecte. Vous êtes les bienvenus à partir de 15 h. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci messieurs.